messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. N'hésitez pas à faire une toute petite pause dès maintenant pour cliquer sur le pouce en l'air et relayer cette vidéo. Nous avons besoin de vous pour doper notre diffusion, alors je compte sur vous. Au programme de ce journal, les humiliations s'enchaînent pour Emmanuel Macron sur le terrain diplomatique. Alger a infligé un nouveau camouflet à Paris en ordonnant l'expulsion de 12 officiels. Une situation littéralement affligeante qui montre l'autorité et la crédibilité des dirigeants français. Nous reviendrons ensuite sur la tragique frappe sur la ville de Soumy dimanche. Hervé Carès nous livrera son analyse sur un événement qui met Moscou et Washington dans l'embarras. Et puis en France, le gouvernement va encore vous faire les poches. Après avoir creusé le déficit comme jamais, Emmanuel Macron et son exécutif cherchent désormais 40 milliards d'euros d'économies. Alors que les prévisions de croissance s'affaissent, la découpe pourrait bien se faire dans les dépenses sociales. Nouvel affront algérien pour Paris. Alors qu'Emmanuel Macron feignait un réchauffement des relations, les humiliations pour la France se poursuivent. Une situation diplomatique synonyme de honte pour notre pays, alors que les moyens de rétorsion existent. Explication de Renaud de Bourleuf. Emmanuel Macron encore piétiné par l'Algérie, alors que le président de la République faisait l'étalage d'un prétendu réchauffement des relations avec ses homologues méditerranéens, le nouveau désaveu n'a pas tardé. Et pour cause, en fait d'apaisement, Paris avait offert un numéro de soumission qui visiblement n'était pas encore suffisant pour Abdelmadjid Tebboune. En effet, ce lundi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé qu'Alger ordonnait l'expulsion de 12 agents de l'ambassade de France sous 48 heures. La décision algérienne serait une riposte après l'inculpation en France de ses ressortissants. Vendredi à Paris, le parquet national antiterroriste a mis en examen 3 individus algériens, dont un agent consulaire, soupçonné de l'enlèvement en avril 2024, sur le sol français, de l'influenceur algérien Amir Boukors. Ce dernier, arrivé en France en 2016 et bénéficiant de l'asile politique depuis 2023, avait émis régulièrement des critiques vis-à-vis du gouvernement algérien et son pays le réclamait pour le juger. Visiblement, le parquet national antiterroriste français étudie la piste d'une opération de barbouz algérien sur notre territoire. Cette fois encore, après l'expulsion des 12 diplomates français, Jean-Noël Barrot ne prend pas trop de risques. Dans un communiqué, il demande à Alger de renoncer et ajoute qu'en cas de refus, la France répondra immédiatement. Un discours fort pour une action faible. La méthode française ne devrait pas impressionner le président algérien Tebboune. Paris dispose pourtant d'importants leviers pour riposter. Suspension de l'aide au développement, gel des visas, révision des accords de 1968 et des lettres diplomatiques de 2007. Depuis le début de l'affrontement entre les deux pays l'été dernier, rien n'a été mis en œuvre. Il a fallu attendre l'attentat meurtrier commis à Mulhouse par un clandestin algérien sous OQTF, qu'Alger avait refusé 10 fois de reprendre, pour que le gouvernement fasse mine de se réveiller. Nous avons adopté un texte sur... que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait alors lancé la riposte graduée. Un pétard mouillé puisqu'Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot vont de facto le désavouer en discutant avec Alger sans poser de conditions. Ni l'obtention des laissez-passer consulaires pour expulser les clandestins ne sont exigés pour la reprise d'un dialogue, ni même la libération de Boualem Sansal. Jean-Noël Barrot s'est pourtant rendu à Alger au début du mois et se disait fier d'avoir parlé d'égal à égal au président. De son côté, Bruno Retailleau continuait vendredi d'afficher sa fierté. J'ai assumé un rapport de force avec l'Algérie. Je veux dire que ce rapport de force, il a été aussi assumé par l'ensemble du gouvernement. Dimanche, interrogé sur LCI, Bruno Retailleau donnait plus de détails sur le rapport de force en question. Croyez-vous un seul instant, Darius Rochebin, que si je n'avais pas assumé ce rapport de force, cette question avec l'Algérie aurait franchi la surface médiatique? Reste à savoir si c'est une bonne nouvelle. L'incapacité de la France à s'opposer à l'Algérie s'affiche au grand public et Bruno Retailleau y étale ainsi son propre échec. Cette nouvelle provocation d'Alger pourrait bien lui être en partie destinée. Parmi les 12 agents qu'Alger souhaite expulser, certains seraient fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. La paix en Ukraine fait un pas en arrière. Dimanche, une frappe de missiles russes Iskander sur la ville ukrainienne de Soumy a suscité l'émoi des dirigeants internationaux. Un drame qui interroge les perspectives de paix portées par Donald Trump. Le point tout de suite. Inacceptable, terrible.
Horrible. Les qualificatifs des dirigeants américains n'ont pas manqué pour réagir après l'attaque sur Soumy, une ville ukrainienne à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe dimanche. Le bilan est lourd, 34 morts dont 2 enfants. Hervé Carès, le spécialiste de la gestion de crise, nous dresse les contours de cette frappe russe. Au-delà du bilan dramatique de cette frappe, ces 2 missiles Islander qui ont frappé un objectif qui, selon les autorités ukrainiennes, serait civil. Comme vous savez, moi j'ai du mal, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que lorsqu'on lance des HIMARS ou des missiles comme les Islander qui sont assez coûteux, que l'on vise en fait des frappes de représailles. Au départ, il y a forcément un objectif militaire. Alors, de quelle nature était-il ? Alors, les réseaux Telegram russes parlent d'un rassemblement de forces, enfin une prise d'armes avec remise de médailles. Tout ça mérite bien sûr à être précisé. En tous les cas, comme chaque fois, il y a 2 versions. Cette décision de frappe, elle a été prise par un état-major russe du niveau du front, de l'armée, puisque c'est 2 brigades de missiliers qui ont lancé ces missiles. Donc ça veut dire qu'on est dans une boucle de ciblage avec un renseignement, certainement un renseignement d'origine humaine, et puis ensuite la décision de frapper. Une décision très lourde pour les Ukrainiens qui, depuis plus de 3 ans, pleurent leur mort dans un conflit qui n'aurait pas dû éclater et qui aurait pu être arrêté dès mars 2022 sans l'intervention du Britannique Boris Johnson. Par ailleurs, selon Hervé Carès, la ville de Soumy pourrait faire l'objet d'autres frappes plus tard. La ville de Soumy est située à 50 km maintenant de la frontière russe, on va dire du front. Il faut se rappeler que maintenant que les Russes ont reconquis l'ex-saillant de Koursk, ils sont maintenant à la frontière et ont commencé d'ailleurs à également avancer au-delà de la frontière russe et sont déjà en territoire ukrainien et ils ont l'intention de créer une zone tampon. Cela veut dire que Soumy, qui est à 50 km, constitue en fait un nœud logistique et un nœud de commandement où vont se concentrer tous les moyens de ce front côté ukrainien, aussi bien les ressources logistiques, les ressources en force, que les moyens de commandement. Il faut bien comprendre que la ville de Soumy, malheureusement, elle risque de devenir la cible d'autres frappes, pour la simple et bonne raison que les cibles militaires à l'intérieur de la ville vont se multiplier. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs que la gare de Soumy soit l'objet de frappes dans un avenir proche. Une position bien difficile pour cette ville qui fait indirectement les frais de sa proximité avec la région russe de Koursk, où l'Ukraine avait tenté une offensive l'été dernier. En effet, avec les combats pour réduire le saillant, la zone est devenue un lieu de repli pour l'armée de Kiev. Il n'en reste pas moins que ce tragique épisode marque un nouveau tournant dans ce conflit qui avançait ces dernières semaines vers une résolution de paix. En effet, cette frappe sur Soumy, en plus de remobiliser l'opinion internationale sur la question ukrainienne, alors même que l'épisode des droits de douane l'avait un peu passé sous silence, elle met dans l'embarras Washington, pressé de sortir de cette coûteuse guerre lancée par les néoconservateurs démocrates. Une opération qui ne fait pas non plus les affaires politiques de Moscou, en prise directe avec l'appareil de négociation américain. Sur un plan stratégique et au-delà du drame humanitaire, c'est une faute grossière de la part des Russes. L'état-major qui a pris la décision n'a qu'une vision militaire et on va dire assez limitée des enjeux qui sont en cours. Et je pense qu'ils vont même peut-être se faire remonter les bretelles par l'échelon politique du Kremlin. Parce qu'il faut comprendre qu'une telle frappe, à un moment où globalement les Russes ont l'avantage sur tout le front et ont en allié de poids dans les négociations, les États-Unis, va mettre les États-Unis en difficulté. Et on le voit très bien dans les déclarations du président Trump, qui parle d'une erreur dramatique, mais on voit erreur dramatique, ça veut dire qu'ils sont gênés. Ils sont gênés aux entournures dans le processus de négociation et de rapprochement avec les Russes. Donc ce n'est pas très adroit et c'est même catastrophique au plan stratégique. Ça permet aux Ukrainiens, bien sûr, de rebondir là-dessus et de rassembler autour d'eux tout leur soutien, et notamment les Européens. Donc, si au plan militaire, à la limite, ça pouvait être compréhensible. Des soutiens européens revigorés par la tragédie et Volodymyr Zelensky. De quoi permettre à Emmanuel Macron de réécrire l'histoire de la guerre en faisant fi de la politique américaine qui aura semé ses ferments. Une tendance de la présidence française qui se conjugue aux prétentions d'imposer les cessez-le-feu avec les résultats qu'on lui connaît. Gouvernement cherche 40 milliards d'euros. Alors que l'exécutif tente de baisser le déficit public, les dernières prévisions de croissance morose ouvrent la voie à des coupes budgétaires qui pourraient bien toucher les dépenses sociales. Le point d'Olivier Frère Jacques.
ramener le déficit public à 4,6% du PIB en 2026 contre 5,4% prévu pour 2025. Cet engagement, qualifié de très considérable par le ministre de l'économie Éric Lombard, nécessitera un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros, principalement sous forme d'économies. 40 milliards d'euros, c'est l'écart par rapport à la trajectoire naturelle du budget tel qu'il est issu de la façon habituelle de travailler. Nous allons légèrement baisser la dépense publique, très légèrement par rapport à son niveau de 2025. Et c'est cet effort qui va demander la participation de tous. Et notamment, je suis certain que les entreprises ont des idées. Une annonce faite en prenant des pincettes et en tentant de partager la responsabilité avec les entreprises. Entre impératifs économiques, contraintes européennes et tensions politiques internationales, le budget 2026 annonce un casse-tête terrible pour le gouvernement qui sera alors aux manettes. La France, deuxième économie de la zone euro, est sous pression pour réduire son déficit qui a atteint 5,8% du PIB en 2024, bien au-dessus du seuil de 3% fixé par les règles européennes. Pour Éric Lombard, cet effort s'inscrit dans une situation d'alerte budgétaire due à des déficits cumulés et non à des facteurs externes comme la guerre commerciale initiée par les États-Unis, qui ne sera probablement tout de même pas sans conséquences. L'annonce des 40 milliards d'euros d'économies intervient après un budget 2025 déjà marqué par 50 milliards d'euros d'efforts, renforcé par 5 milliards supplémentaires issus de crédits réservés. Parmi les fameux partenaires sociaux que le gouvernement entend mettre à contribution, les syndicats et la gauche s'inquiètent de la réduction des dépenses sociales. Le président de la CFTC, centrale considérée comme modérée, Cyril Charbonnier, a estimé que l'exécutif aura du mal à faire ses économies et a évoqué une nouvelle fois la question des retraites. Ça va être compliqué de trouver ces 40 milliards sans avoir quelques mesures fortes, et en particulier sur les entreprises et sur les plus hauts salaires. Oui, il faut revenir sur la réforme des retraites. Alors ? Oui, les salariés aussi ont démontré et ont souhaité plutôt avoir une très légère augmentation des cotisations plutôt que de travailler plus longtemps. Le débat sur les retraites est donc loin d'être clos alors que la CFTC, qui participe au conclave des retraites et fait figure de partenaire raisonnable aux yeux du gouvernement, refuse de renoncer au changement de l'âge de départ. À gauche, la France insoumise a déjà annoncé une nouvelle motion de censure après les annonces budgétaires du gouvernement, et cela par la voix du président de la Commission des finances, Éric Coquerel, qui a mis en cause le Parti socialiste. Notamment au plus tard à l'automne, parce qu'ils vont essayer de passer avec un 49.3, il y aura une motion de censure. Sauf que je m'aperçois que si le gouvernement peut faire tout ça, c'est parce que le Parti socialiste a refusé de voter la motion de censure. Alors le Parti socialiste voudra, comme M. Hollande le dit, laisser le gouvernement, laisser M. Macron épuiser le pays avec cette politique jusqu'en 2027, c'est eux qui ont la réponse. C'est un appel que vous lancez. Des déclarations qui laissent entrevoir une nouvelle bataille à gauche, qui pourrait d'ailleurs se faire au détriment des revendications des différentes composantes de ce côté de l'échiquier politique. Du côté de l'exécutif, Éric Lombard tente, lui, de rassurer en exhortant à dépenser mieux sans sacrifier la qualité des services, sans toutefois citer ces fameux services qui seraient de qualité, et écartant le terme austérité. Le ministre a aussi proposé de rendre pérenne la contribution sur les hauts revenus qui touche quelques dizaines de milliers de contribuables aisés. Cette mesure, qui a rapporté 2 milliards d'euros en 2024, pourrait devenir un outil contre l'optimisation fiscale selon Bercy. Elle pourrait aussi provoquer un petit phénomène d'exil fiscal. Dès mardi, une conférence sur les finances publiques convoquée par le Premier ministre François Bayrou réunira ministres, parlementaires, organismes sociaux et collectivités locales. Présentée comme une méthode nouvelle, elle vise à sensibiliser aux pathologies budgétaires françaises et à poser les jalons du budget 2026. Un budget qui échouera à un gouvernement dont on ignore aujourd'hui la coloration, tant la situation politique semble incertaine. Et à présent, nous passons au Tour de France. Qui va payer le prix d'une santé à l'agonie ? Catherine Vautrin, Elisabeth Borne et Yannick Neuder, respectivement ministres du Travail, de l'Éducation nationale et de la Santé, font l'objet d'une plainte à la Cour de justice de la République. À l'origine de ces poursuites, des proches de médecins et soignants suicidés ou des personnels de santé harcelés eux-mêmes au sein de leur hôpital. Pour l'avocat des plaignants, il s'agit des conséquences de la mauvaise gestion hospitalière entre désorganisation, réformes successives et contraintes budgétaires. Une situation qui ne met pas en péril que la santé des soignants. En effet, les patients souffrent directement de la dérive bureaucratique des hôpitaux français. Les salles de shoot ont la cote dans le milieu associatif. L'ONG Médecins du Monde ainsi que la Fédération Addiction ont décidé d'attaquer l'État au tribunal administratif afin de pérenniser les salles de consommation de drogue faisant l'objet d'une expérimentation à Paris et Strasbourg. Selon les membres de ces organismes, les deux opérations auraient montré leur efficacité depuis leur lancement en 2016.
Il est vrai qu'à Paris, dans le quartier de la Gare du Nord, la salle de shoot installée a poussé à fuir les riverains, terrorisés par les quelques 250 toxicomènes qui viennent quotidiennement sur les lieux pour s'administrer des drogues de substances illicites en compagnie de soignants et de travailleurs sociaux. En 2024, 79 000 injections auraient été pratiquées sous les auspices de ce dispositif. Un dispositif qui sauve des vies, selon le médecin et directeur de Gaïa, l'organisme qui gère la salle de shoot. Barbarie dans le milieu libertin en Gironde. Vendredi à Bordeaux, 4 hommes âgés entre 40 et 57 ans ont été mis en examen pour viol avec actes de torture et de barbarie et complicité de ces crimes pour l'un d'entre eux sur une période courant de 2011 à 2024. 5 femmes âgées de 45 à 67 ans, anciennes compagnes de l'un des suspects, figurent parmi les victimes. L'enquête a dévoilé des milliers de photos et de vidéos mettant en scène des femmes ayant des relations sexuelles avec de nombreux hommes, vraisemblablement sous la contrainte. Ces derniers étaient pour la plupart recrutés par des réseaux sociaux libertins. Les scènes étaient filmées à Bordeaux, mais aussi dans l'Hérault et le Gard. Van der Poel triomphe au Paris-Roubaix 2025. Le maillot jaune Tadej Pogačar, lui, frôle l'exploit pour sa première participation à cette course dimanche. Le Slovène, victime d'une chute à 38 km de l'arrivée, a néanmoins terminé 2e. Mathieu Van der Poel s'offre une 3e victoire sur l'Enfer du Nord. Malgré une course électrisante et des attaques répétées, Pogačar n'a pu distancer le Néerlandais. Ce dernier a été victime d'un jet de bidon par un spectateur. Pogačar lui égale une statistique étonnante, il s'agit du premier vainqueur du Tour sur le podium depuis Merckx en 1975. Et pendant que ça pédalait dur dans le Nord, le marathon de Paris a lui été emporté par le Kényan Bernard Bivot en 2h05 et l'Éthiopienne Bedatu Irpa en 2h20, mettant une nouvelle fois l'Afrique de l'Est à l'honneur sur cette distance. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Bac à sable diplomatique pour Emmanuel Macron. Déclassé en Europe dans le dossier ukrainien, le président français a été pris à partie par le fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Sur le réseau social X, Yair Netanyahou a ainsi écrit « Va te faire voir » en réponse à la défense par le chef d'État français de l'idée de reconnaître un État palestinien. De son côté, Benjamin Netanyahou a jugé le style de son fils inacceptable tout en défendant son droit d'opinion et d'estimer par ailleurs que la prise de position d'Emmanuel Macron serait une grave erreur et se lançant dans des comparaisons hasardeuses sur la Corse et la Nouvelle-Calédonie. Mark Zuckerberg dans la tourmente. Le groupe Meta, propriété du milliardaire américain, est attendu au tribunal ce lundi pour un procès qui pourrait s'avérer capital. La FTC, l'agence de protection des consommateurs américains, accuse Meta d'avoir abusé de sa position dominante lors de l'acquisition d'Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014. Selon l'agence, le groupe aurait détenu un monopole pendant une décennie sur les services de réseaux sociaux personnels. Si Meta perd le procès, le groupe sera forcé de se séparer d'Instagram et de WhatsApp. La plainte avait été déposée sous le premier mandat de Donald Trump. Depuis, Mark Zuckerberg, actuellement 3e fortune mondiale, a tout fait pour se rapprocher de l'administration américaine. Il a nommé des alliés du président à des postes importants chez Meta, dont il a aussi assoupli les règles de modération et versé des contributions financières. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence, Mark Zuckerberg s'est rendu à plusieurs reprises à la Maison-Blanche afin d'obtenir un règlement à l'amiable, en vain. Apple sera-t-elle épargnée par la guerre commerciale de Donald Trump ? C'est ce que laisse présager une annonce de l'administration américaine vendredi. Après une première suspension de la plupart des droits de douane pour 90 jours, c'est une nouvelle reculade pour Washington. La Chine était jusque-là exclue de ces suspensions et devait subir 145% de droits de douane. L'administration américaine a cependant décidé de changer la classification tarifaire des produits de la tech, leur évitant donc ces droits de douane exorbitants. Il faut dire qu'Apple est la première capitalisation boursière au monde, un fleuron de l'industrie américaine. Accusant déjà un gros retard dans le développement de l'intelligence artificielle, l'entreprise aurait subi de plein fouet ses droits de douane. Le prix d'un iPhone aurait ainsi pu passer de 1 000 à 3 500 $. Le président américain aime cependant se rendre imprévisible. Reste donc à savoir ce qu'il fera en dernière instance. Toujours est-il que les ventes de produits Apple ont bondi début janvier, les consommateurs souhaitant acheter avant une potentielle augmentation drastique des prix. Près de 12 ans après son grave accident de ski à Méribel en 2013, Michael Schumacher a donné un signe de vie en signant de ses initiales MS, un casque porté par Jackie Stewart en 1973. Ce casque, également paraphé par tous les champions du monde vivant, sera vendu aux enchères dimanche avant le Grand Prix de Bahreïn au profit de l'association Race Against Dementia de Stewart. Aidé par sa femme Corinna, Schumacher a besoin de soins constants mais progresse petit à petit, de quoi donner un exemple de rédemption en plein débat sur l'euthanasie en France.
Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Éco. Olivier Pichon reçoit François Dubois, vice-président de l'association Profession Gendarme. Il présente son roman orwellien Captionem, une cité, une technologie, un totalitarisme. On s'aperçoit que derrière, et en fait c'est tout le problème de cette société, c'est-à-dire qu'elle est illusoire. Il y a une illusion de tout. Captionem est une illusion. Et c'est une illusion de tout, c'est satanique. C'est un principe satanique. Ouais. Et là, je parle pas, voilà, pour parler bêtement du diable comme ça. C'est vraiment qu'on est sur le plan ésotérique, dans l'inversion totale, et on est dans l'illusion permanente et l'illusion de démocratie, l'illusion de justice, l'illusion de tout. Et le pouvoir réel. L'illusion de probité. Et c'est puisque vous disiez tout à l'heure ficelles. qu'ils étaient tous corrompus. Vous voulez dire qu'il faudrait mettre toute la classe politique en prison alors, pour corruption. En tout cas, dans le cas présent du livre, c'est clair que si une telle expérience avait lieu, il y aurait des gens à condamner. Ça, c'est une évidence. Oui. Également au programme le Zoom du jour, Mathéo Leroy et Baptiste Navarro présentent une soirée de débat en lien avec l'ICEP le 25 avril à Paris sur les médias alternatifs et l'écologie, avec notamment la présence de Lucas Chancerelle de TVL. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.